Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Reporter Normandie Jeune qui est en direct à la MFR de Percy. Je m'appelle Paul Canjuret, je suis en seconde à la MFR et je vais vous accompagner tout au long de cette émission. Et maintenant, je vous laisse avec le générique. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Le Breton et Monsieur Varin ici présents sur notre plateau. Je vais maintenant laisser la parole à Léa. Bonjour, je m'appelle Léa, je suis en seconde à la maison familiale rurale de Percy. Je laisse la parole à Marine et Manon pour interviewer le directeur de notre école, Monsieur Le Breton. Merci Léa. Bonjour Monsieur Le Breton. Pouvez-vous nous dire tout d'abord ce que vous pensez de l'action que l'on mène depuis le début de la semaine au sujet de l'harcèlement et de la discrimination avec Reporter Normandie Jeune, Xavier et Antoine? Bonjour, donc c'est un beau projet qui fonctionne bien depuis quelques jours déjà. On sent une implication importante de la classe, on sent une implication importante aussi de l'équipe et puis de Xavier, de Antoine. Et on voit bien que ça va vous apporter quelque chose de plus dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle aussi, je pense. Et j'espère que ce projet-là vous sera réalisé encore plusieurs années ici. C'est une première fois pour nous, mais on est très contents et on a envie que ça recommence tous les ans. Voilà. En tant que directeur, vous avez déjà dû rencontrer des situations d'harcèlement et ou de discrimination. Comment avez-vous abordé ce problème? Alors évidemment, on en rencontre régulièrement. Je pense que toutes les années, malheureusement, il y en a dans l'établissement. La première étape, c'est toujours d'écouter les victimes, de rencontrer aussi les jeunes qui sont les harceleurs, et puis de prévenir directement les familles, d'accompagner. Souvent, c'est moi qui explique aux familles, parce que les jeunes ne sont pas forcément en capacité d'expliquer directement aux familles, et puis après d'accompagner dans toutes les démarches que la famille souhaite mettre en place, s'ils souhaitent aller en gendarmerie, les accompagner. Malheureusement, régulièrement, je suis convoqué aussi sur la gendarmerie de Percy pour répondre à certaines questions, et puis de sanctionner les élèves qui sont coupables de ces choses-là. Quel soutien avez-vous apporté aux personnes concernées? Beaucoup d'écoute, énormément de temps à consacrer avec eux, prendre du temps avec les élèves, prendre du temps avec les familles, les diriger aussi sur des associations ou sur la maison des adolescents régulièrement, si on peut aussi les accompagner vers ça. Et puis répondre à chaque sollicitation dès qu'on peut, dès que la famille nous contacte, dès que le jeune vient nous voir, que ce soit moi ou l'équipe, on est toujours attentif à ça, on est toujours en train de les écouter, de discuter avec eux, et puis surtout ne pas les empêcher s'ils souhaitent aller porter plainte ou des choses comme ça, ne jamais les empêcher, ça fait partie de leurs droits, et nous on les incitera toujours et on les accompagnera s'ils estiment que la situation est suffisamment grave pour porter plainte. Comment avez-vous abordé le sujet avec les personnes concernées et même la famille? Donc c'est compliqué, il faut prendre du temps, souvent les jeunes ont du mal à en parler, donc souvent ils passent par d'abord leur responsable de classe qui me prévient, ensuite je rencontre le jeune, et puis la plupart du temps ils n'ont pas forcément envie que ce soit eux qui l'annoncent à leur famille, donc c'est moi qui appelle les parents, qui rencontre les parents avec le jeune, en présence du jeune, pour expliquer ce qui s'est passé. Et puis après on est dans la discussion longuement, on discute, on échange, on conseille, et puis on essaie de faire en sorte que les choses s'améliorent pour les fois d'après. Quelles mesures avez-vous prises dans votre établissement pour que cela ne se reproduise pas? Énormément de sanctions, il y a eu parfois des exclusions de l'établissement, des jeunes qui étaient harceleurs, et puis on a un projet comme aujourd'hui, ça fait partie aussi du fait de parler de tout ça. On a des interventions avec aussi la région sur éducation aux écrans en seconde et en CAP pour parler aussi du harcèlement, et puis toute l'équipe, on en parle régulièrement. Il y a eu à une époque des gens qui ont été formés par rapport à ça. On a des collègues qui vont être formés aussi au mois de janvier, au mois de février par rapport à l'écoute aussi sur le harcèlement.
Et puis surtout ne pas hésiter à exclure de l'établissement les jeunes qui sont fautifs. Et ça m'est même arrivé de faire des signalements au procureur de la République directement parce que j'ai senti que les familles n'étaient pas prêtes à le faire et que j'avais estimé que les faits étaient trop graves pour en rester là. Voilà. Merci d'avoir pu vous joindre à nous pour partager votre expérience. Et donc vous, Monsieur Varin, ça fait 3 ans que vous êtes maire de Percy. Et vous avez été élu en 2020, donc ça fait 6 ans, pour une durée de 6 ans. Donc vous êtes ici pour répondre à nos questions sur l'harcèlement et la discrimination. Je laisse la parole à Manon et Marine pour vous interviewer. Merci. Donc bonjour Monsieur le maire de Percy en Normandie. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau avec nous. Donc que pensez-vous de que pensez-vous de cette action que nous menons cette semaine sur ce sujet de l'harcèlement ? Alors bonjour à tous, merci de votre invitation, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Donc c'est une belle initiative, comme l'a dit monsieur le directeur, nous sommes confrontés dans nos responsabilités qui sont différentes à des situations qui nous amènent à gérer ce genre de comportement. Et donc l'exemple de votre exercice de ce matin et de tout le travail que vous avez mené depuis le début de semaine montre que c'est nécessaire de se mobiliser justement sur ces questions pour éviter qu'il y ait trop de cas qui se reproduisent et qui s'amplifient au sein des établissements et au sein de notre communauté de vie, quelle qu'elle soit. Ça peut être une commune, ça peut être un établissement scolaire, ça peut être aussi une entreprise, une collectivité. On a ce genre de comportement malheureusement un peu partout. Nous avons souhaité parler de ce sujet qui nous touche particulièrement car aujourd'hui, trop de personnes se font harceler dans la rue, dans les écoles, dans les établissements, dans le sport et autres. Que pourrait-on faire pour éviter que cela se reproduise ? Alors, il faut qu'on soit toutes et tous sensibles à ces questions. C'est-à-dire qu'on peut des fois harceler de manière mineure, de manière plus difficile, et puis on peut des fois, malgré nous, être un peu harceleur aussi quand il y a une dynamique de groupe qui s'installe. Donc c'est des comportements où il faut qu'on soit toutes et tous vigilants au quotidien pour... ça peut nous arriver d'avoir des désaccords, de ne pas être... d'apprécier quelqu'un et puis d'apprécier quelqu'un d'autre un peu moins, tout ça, ça fait partie de la vie, mais il faut qu'on soit toutes et tous vigilants à ne pas tomber dans une forme de harcèlement, de moquerie. Voilà, c'est aussi un comportement de toutes et tous au quotidien. Voilà, et puis après, quand il y a des cas plus difficiles, monsieur le directeur l'a évoqué, il y a un système de sanctions qui se met en place, etc. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on soit au quotidien toutes et tous vigilants sur ces questions-là. En tant que maire, écoutez vos missions, écouter les gens fait partie de vos missions. Si vous aviez quelque chose à régler, comment vous y prendriez-vous ? Alors, ça m'est déjà arrivé d'avoir à régler des choses. Alors, le premier sujet, c'est l'écoute. Et il faut sensibiliser aussi les personnes qui se sentent harcelées à se confier et à ne pas garder ça pour soi. Parce que c'est important de ne pas... se renfermer, c'est un des réflexes qu'on peut constater, c'est-à-dire quand on est harcelé, on a des gens qui ont tendance à se refermer, à garder ça pour eux, à pas en parler forcément à leurs parents ou à leurs proches. Et c'est important de pouvoir discuter, se confier pour déjà se libérer de ce poids-là. Et donc moi, en tant que maire, ça m'est arrivé que des jeunes, des moins jeunes aussi, viennent me voir pour confier une situation. Et une fois qu'on s'est déjà confié, on a un poids en moins. Et puis après, moi, mon rôle en tant que maire, officier de police judiciaire locale, c'est de prendre les choses en main pour accompagner et pour que ça cesse. Sensibiliser aussi les harceleurs en leur expliquant que leur comportement n'est pas admissible, qu'il peut être répréhensible aussi par la loi. Voilà, donc c'est vraiment un dialogue, mais j'insiste bien sur le fait qu'il ne faut pas rester avec ce poids tout seul et à ruminer ça dans son coin. Il faut pouvoir se confier sur différentes situations. Merci les filles pour votre intervention. Paul, je te redonne la main. Alors merci tout de même à Monsieur Varin et Monsieur Le Breton, directeur de l'établissement, pour avoir pris la parole sur le thème du harcèlement. Nous allons maintenant passer au prochain groupe sur les différents types d'harcèlement, mais avant tout, je vous laisse la bande-annonce.
Donc je vais être actuellement en présence de Mathieu et Mathieu pour nous parler sur les différents types d'harcèlement. Je vais maintenant laisser la parole à Mathieu. Merci Paul. Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Mathieu. Aujourd'hui, on va parler des 4 types d'harcèlement dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, le harcèlement occupe une grande partie de notre monde. Le harcèlement peut prendre plusieurs formes, comme verbal avec des insultes ou physique avec des coups. C'est pour ça qu'on va vous présenter 4 types d'harcèlement. En tout premier, l'harcèlement moral. L'harcèlement moral au travail se définit comme une répétition de actes ou de comportements irrespectueux qui a pour effet de dégrader les conditions de travail de la victime. Les sanctions de cet harcèlement est de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Après, nous avons l'harcèlement scolaire. L'harcèlement scolaire se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique, ou des messages injurieux à répétition. On parle donc d'un harcèlement. Par exemple, on a trouvé un témoignage qu'on a trouvé sur Internet d'une anonyme. Bonjour, je me suis fait harceler l'année dernière en CM2. Au début, c'était des simples insultes avec des grosses vaches, salopes et tout ce qui fait plaisir à entendre. Mais après, ça a été des imitations en cours. Les gens me regardaient en grossissant leur visage pour me dire que j'étais grosse. L'harcèlement se fonde sur le rejet et la différence sur certaines caractéristiques telles que l'apparence physique ou l'identité du genre. Près d'un enfant sur 10 est victime d'harcèlement scolaire. L'harcèlement scolaire est désormais reconnu comme un délit pénal qui pourrait être puni à 3 à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende en cas de suicide ou de tentative de suicide. Je laisse la parole à Mathieu pour vous expliquer les 2 derniers types d'harcèlement. Harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel est un enchaînement d'agissements hostiles et à connotation sexuelle. Environ 70 000 femmes et 20 000 hommes ont suivi au travail à la fois du harcèlement sexuel. La fonction pour harceler est punie de 3 ans de prison et de 30 000 ou 45 000 € d'amende en cas d'abus. Le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement est une forme de violence numérique caractérisée par un harcèlement qui peut s'exercer via divers canaux numériques. En 2019, plus de 40% de moins de 50 ans ont subi des attaques répétées sur la plateforme sociale en ligne, sociale en ligne, dont 22% des 14 ans, des 18 ans à 24 ans. Le cyberharcèlement est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Si la victime est mineure de moins de 15 ans, les peines sont de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Avec les 4 descriptions, on voulait dire que le harcèlement laisse des traces à la victime. Donc faites attention aux gens qui se font harceler et aidez-les. Paul, merci Paul de nous avoir écoutés. Qu'as-tu pensé de notre intervention ? Eh ben, j'ai trouvé que votre intervention était super, que vous pouvez témoigner que des personnes étaient mal. Maintenant, je vais vous laisser avec l'interview de Marine Lambert, assistante sociale à la Villa Myriam. Moi, je m'appelle Marine Lambert, je suis travailleuse sociale à la Villa Myriam, qui est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Depuis l'enfance, je pense que je m'occupe beaucoup des autres et j'ai toujours aimé ça. J'ai commencé à 16 ans dans le travail social, en m'occupant des personnes sans abri. Donc aider l'autre est important, je pense. Il y a plusieurs possibilités. Donc les femmes, elles peuvent soit se présenter à la gendarmerie, soit elles peuvent appeler le 3919, qui est un numéro d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales. Elles peuvent appeler aussi le 115, qui est un numéro d'urgence.
Et elles peuvent aussi passer, ça peut être leurs amis, leur famille, leurs employeurs qui nous préviennent. Voilà. Ou appeler directement la Villa Myriam aussi. L'objectif de la Villa Myriam et de tous ces numéros d'urgence, c'est de pouvoir les orienter. Donc on les reçoit et de là on part de leur histoire et on voit ce qu'elles ont besoin. Est-ce qu'elles ont besoin d'un logement? Est-ce qu'elles ont besoin d'une formation? Est-ce qu'il faut les mettre à l'abri tout de suite ou pas tout de suite? Voilà. On peut les aider pour les orienter sur le tribunal aussi, pour les demandes de divorce, la demande de garde des enfants. Voilà, parce qu'il y a des enfants souvent avec ces dames. En urgence. Nous, on accueille en urgence et après, elles peuvent soit être en insertion chez nous, soit en insertion dans d'autres structures, où on les aide à trouver un logement à elles, en autonomie. Voilà. Alors, la Villa Myriam, sur les accueils d'urgence, les personnes ne restent pas plus de 3-4 nuits maximum, mais sur l'insertion, on peut être jusqu'à 6 mois sur les appartements. 6 mois renouvelables le temps des démarches. Souvent, mais c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que les femmes s'en vont, l'homme regrette, les femmes reviennent à la maison et ça recommence. Souvent. Ça finit. C'est rare que les femmes victimes de violences conjugales retournent au domicile et que ça se passe bien. On a aussi des hommes battus. Hein. Oui, alors nous, on n'accueille pas les hommes seuls, on accueille les hommes avec enfants, mais il y a aussi des hommes victimes de violences conjugales. Oui, il y a des femmes qui vont mettre des années, des mois, des années à se remettre de pouvoir côtoyer la jante masculine. Il peut y avoir des mesures de protection mises en place par le tribunal et la gendarmerie qui permettent des mesures d'éloignement. Alors il peut y avoir juste un document qui atteste que monsieur ne doit pas s'approcher à plus de tant de mètres de là où se trouve la personne. Il y a aussi, notamment dans la Manche, je pense qu'il y en a 7 ou 8, des bracelets d'éloignement où là la police est prévenue dès que le mari s'approche de sa femme, ça déclenche les bracelets, ça prévient la gendarmerie automatiquement. Puis après, sinon, il y a la prison pour monsieur ou madame, hein, on a l'un ou l'autre. On a une dizaine d'appartements, plus 3 accueils d'urgence ici. Donc ça fait, dans les appartements, on peut mettre des familles jusqu'à 5-6 personnes. Donc ça fait un certain nombre de personnes. Alors on a des participations financières. Sur l'hébergement d'urgence, c'est 3 € par nuit par personne. Voilà. Alors, si elles ont des ressources, elles payent. Si elles n'ont pas de ressources, elles ne payent pas. On fait aussi avec les moyens. Il y a des gens qui arrivent qui n'ont plus rien. Parce qu'ils ne gagnaient pas d'argent, parce que leur conjoint les a empêchés peut-être de travailler, parce que peut-être le conjoint a gardé la carte bleue au moment du départ. Donc elles peuvent pas, mais normalement c'est 3 € par nuit, par jour. Et si elles sont en insertion dans les appartements, c'est un pourcentage de ce qu'elles gagnent. C'est à peu près 15% de leur revenu mensuel. On les accompagne dans beaucoup de choses. On les accompagne dans les soins médicaux, dans les soins psychologiques. On les accompagne pour reprendre... Il y a des gens qui n'ont jamais travaillé, des femmes qui ont été enfermées très longtemps ou qui n'ont pas eu la chance de pouvoir aller à l'école. Donc on reprend les formations, le travail. On réapprend effectivement à sortir sur l'extérieur, donc en participant à des actions collectives, à des associations, à des activités sportives, peu importe, hein, selon ce qu'elles ont envie. On les remet aussi dans un réseau avec les écoles, les crèches, avec leurs enfants pour qu'elles voient d'autres parents. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On accompagne vraiment sur tous les versants de la vie quotidienne. Et en fonction de ce qu'elles demandent aussi. Il y a des gens qui ne vont pas avoir besoin d'aide sur certaines parties, puis d'autres plus. Voilà. On travaille en étroite collaboration avec tout ce qui est Restaurant du Cœur, Croix-Rouge, Banque Alimentaire. On met en place pour qu'elles puissent y aller toutes les semaines et avoir à manger, et de quoi s'habiller et habiller leurs enfants.
Donc, comme j'ai pu vous le dire, Antonin et Adrien vont vous parler des violences conjugales et je vais maintenant laisser la parole à Adrien. Merci Paul. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler des violences conjugales en France. Par exemple, il y a le centre de réinsertion sociale qui s'appelle le CHRS. Dans la Manche, il y a eu 75 femmes qui ont été hébergées dans des appartements d'urgence et 80% d'entre elles ont subi des violences conjugales. Malheureusement, le chiffre de femmes violentées augmente tous les jours. La peur de mourir, la honte et le manque de confiance en elles prennent trop souvent le dessus. Maintenant, je vais laisser mon camarade Antonin vous en dire un peu plus sur le sujet. Merci Adrien. Donc effectivement, nous avons fait des recherches sur Internet pour nous renseigner sur le sujet. Nous avons trouvé quelques diagrammes et pourcentages à vous donner aujourd'hui sur le plateau de l'émission. Donc nous avons découvert en faisant nos recherches que 70% des femmes et 30% des hommes seraient victimes de violences conjugales. Nous avons aussi découvert que en 2021, pendant les 2 confinements, il y a eu une grosse augmentation du nombre de cas. Donc il y a eu 40% de pourcentage en plus pendant le premier confinement et 60% pour le second confinement. Donc on peut malheureusement constater que les femmes sont les plus violentées et majoritairement à leur domicile. Merci. Eh bien, merci les garçons de nous avoir parlé des violences conjugales. Donc, je vais maintenant aller rejoindre Louise pour interroger des personnes qui ont vécu du harcèlement. Bonjour Louise. Merci Paul. Je vais vous laisser la parole. Bonjour à tous, moi c'est Louise. Bonjour à tous, moi c'est Louise et aujourd'hui je vais interroger 7 victimes et témoins de harcèlement. Mais en premier, nous allons visionner un témoignage d'une élève que l'on a filmé en anonyme. Je vous laisse avec l'interview. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation et je vais te poser quelques questions sur le harcèlement. Donc comment cela s'est manifesté? Comment as-tu su que c'était de l'harcèlement? Parce que en fait on s'en rend compte au fur et à mesure du temps, quand c'est répétitif, et voilà. Quel type de harcèlement as-tu vécu? À l'école primaire, c'était par rapport à mon physique. Au collège, c'était des coups et violences verbales. Et voilà. Quels ont été les éléments déclencheurs? Les gens, genre, ils se sont dit, elle est faible. Voilà quoi, enfin je sais pas. Comment l'as-tu vécu? En as-tu parlé? Je l'ai mal vécu. Et non, j'en ai pas parlé. Est-ce que tu as eu des répercussions sur ta vie? Oui. Et regrettes-tu de ne pas en avoir parlé? Non. Comment t'en es-tu sortie? Je me suis concentrée sur moi. J'ai ignoré les autres. Et à l'heure actuelle, comment te sens-tu quand vous voyez quelqu'un se faire harceler ou à l'inverse, vous voyez un harceleur? Je vais voir la personne déjà à qui c'est arrivé pour lui demander si ça va, si elle veut en parler, si... Voilà. Et après, la personne qui a fait ça, faut en parler, il faut aller dénoncer, en fait. Auriez-vous quelque chose à dire à vos harceleurs? Non. Non, parce qu'ils n'existent plus, donc voilà. Je vous remercie d'être venu et maintenant je vais vous poser quelques questions. Donc Mathéo, comment cela s'est manifesté? Comment as-tu su que c'était du harcèlement?
Bah au départ je le savais pas trop et après c'est quand j'ai vu que ça continuait au fil des mois et c'est là que je me suis rendu compte que c'était du harcèlement. Merci. Romane, quel type de harcèlement as-tu vécu? De la violence. Merci. Joey, quels ont été les éléments déclencheurs de ton harcèlement? Parce que je suis un peu énervant, du coup, bah, les gens m'ont fait bien comprendre méchamment, quoi. Merci. Laetitia, en as-tu parlé? Au début, ouais, j'en parlais à ma mère. Paola, comment t'en es-tu sortie? Grâce à l'AMFR. Et puis voilà. Et Léo, à l'heure actuelle, que ressens-tu quand tu vois quelqu'un se faire harceler ou un harceleur? J'aurais de la peine pour celui qui sera harcelé. D'accord, merci. Donc merci à tous pour votre participation et je vais redonner la main à Paul. Alors merci à tous pour nous avoir raconté votre histoire qui ne peut pas être facile tous les jours. Donc nous allons maintenant regarder un deuxième reportage sur une personne anonyme qui présente son passé sur le harcèlement. Bonjour, merci de ta participation et je vais te poser quelques questions sur le harcèlement. Comment cela s'est manifesté? Comment as-tu su que c'était de l'harcèlement? Comment ça s'est manifesté? C'est que au début c'était toujours répétitif et au bout d'un moment c'était énervant. Tout le monde se moquait, donc je le remarquais directement que c'était ça. Quel type de harcèlement as-tu vécu? En primaire, des moqueries et beaucoup de moqueries. Quels ont été les éléments déclencheurs? Je sais pas comment dire ça. Ça a commencé par une personne et après plusieurs personnes. Comment l'as-tu vécu? En as-tu parlé? J'en ai pas parlé et ça m'a fait vraiment du mal. Est-ce que tu as eu des répercussions sur ta vie? Non, pas spécialement. Comment t'en es-tu sortie? Au fur et à mesure des années, comme ça, tout seul, sans en avoir parlé, sans rien. Et à l'heure actuelle, que ressentez-vous quand vous voyez quelqu'un se faire harceler ou à l'inverse, vous voyez un harceleur? Je serais un peu en colère, mais en même temps, j'essaierai d'aider la personne. Auriez-vous quelque chose à dire à vos harceleurs? Oui, que c'est pas trop bien ce qu'ils ont fait, que ça m'a fait du mal. Donc, je suis actuellement avec Léa ainsi que Marine et Manon. Donc, elles vont nous parler de leur projet pour lutter contre le harcèlement. Je vais maintenant laisser la parole à Manon. Merci Paul. Donc si une personne se fait harceler, il faut l'accompagner car les conséquences peuvent être graves. Depuis janvier 2021, il y a 18 personnes qui se sont suicidées, dont 30% qui sont tombées en dépression. Du coup, maintenant, je vais donner la parole à Léa. Merci. Les pourcentages sont impressionnants. En première position, il y a les insultes à 51,9%. Puis en deuxième position, il y a les surnoms méchants à 38,9%. Et en troisième position, il y a les bousculades à 36,5%. Donc un enfant sur 10 est harcelé à l'école et un enfant sur 16 harcelé sévèrement. Je vais donc laisser la parole à Marine. Ensuite, il existe des numéros faits pour vous aider, des numéros verts, publics et gratuits. Sur ce numéro, vous trouverez une oreille attentive et prête à vous écouter pour que vous puissiez vous délivrer de ce poids. Vous pouvez parler de manière anonyme ou non selon votre choix. Si vous êtes témoin ou victime d'harcèlement, n'hésitez pas à contacter ce numéro. Le numéro est le 3020. Le 3020 propose une aide adaptée et des solutions efficaces pour vous sortir de cette situation.
Dans le cas où vous êtes victime de cyberharcèlement, c'est le numéro 3018 qui sera un numéro plus adapté à votre type d'harcèlement. Ce numéro est également un numéro vert, public, gratuit et accessible à tous. Vous trouverez également une oreille faite pour vous aider. Cette oreille vous attend, n'hésitez pas. Avec la MFR, avec la Maison familiale rurale de Percy et avec ce projet, nous avons déjà pris l'initiative de placer des affiches dans les salles de classe, dans le foyer et à la vue de tous. Cette initiative peut sauver des vies. C'est montrer l'exemple aux autres établissements et montrer qu'ils ne sont pas impuissants face à ce genre de situation. Je redonne la parole à Manon. Donc, pour stopper le harcèlement, il faut arrêter les moqueries, les insultes, les violences. Cela fait perdre la confiance en soi et il ne faut pas se laisser influencer par les autres. Donc, je redonne la parole à Marine. Puis, si vous vous faites harceler, n'hésitez pas à en parler avant que ça s'amplifie. Je redonne la parole à Léa. Il faudrait mettre en place dans les établissements des interventions sur le harcèlement en début d'année et mettre des ambassadeurs dans les classes. Je redonne la parole à Paul. Alors merci les filles de nous avoir parlé de votre projet pour lutter contre le harcèlement. Donc maintenant nous allons avoir le groupe sur le projet phare de Clément, Malone et Yanis. Mais avant tout, je vous laisse avec la bande-annonce. On est ouvert 24 heures sur 24. Donc la journée, on accueille en physique les gens qui veulent venir poser leurs questions, même s'ils ne veulent pas d'hébergement pour pouvoir avoir des informations. Des gens de tout le département d'ailleurs viennent ici. J'ai travaillé longtemps en protection de l'enfance et je voulais changer un petit peu et avoir un autre, continuer à protéger l'enfance, mais en travaillant avec les adultes. Donc j'ai voulu changer un petit peu mon angle de vue. Il y a tous les âges. Je dirais vraiment qu'on accueille autant des gens qui ont 40 ans de mariage et qui d'un coup ça ne va plus, que des jeunes femmes qui ont 20 ans. Donc je dirais qu'on accueille de 18 à 70 ans. C'est souvent des années de harcèlement psychologique avant d'en arriver à quelque chose de physique. Elles sont nombreuses et variées. Ça peut être, il peut y avoir de l'alcool, donc des addictions, alcool, drogue, qui peuvent entraîner des violences. Il peut y avoir des difficultés financières, des personnes qui sont en grosse difficulté. Il peut y avoir aussi des gens qui ont une déficience intellectuelle. Il peut y avoir, c'est vraiment très varié. Je dirais psychologique, mais c'est souvent lié au physique. Mais je dirais les violences psychologiques sont le plus courant. Depuis quelques années, on a un public qui a de plus en plus de... les difficultés sont de plus en plus variées. Les gens avant venaient pour un problème, deux problèmes. Aujourd'hui, on se rend compte que les gens ont de plus en plus de difficultés sociales à tous les niveaux, qu'elles soient financières, d'intégration, de scolarité, de formation. On a vraiment un... Je trouve que les gens ont de plus en plus de soucis. On en discute avec la personne qui arrive. Alors, on n'enlève pas les téléphones portables. Nous, les personnes peuvent les garder. Souvent, elles sont passées par la gendarmerie avant. Donc, c'est à la gendarmerie aussi de garder le téléphone. Souvent, s'il y a des preuves de harcèlement et de violence, la gendarmerie, elle garde de toute façon le téléphone. Sinon, on leur laisse, elles font en sorte de bloquer tout.
malheureusement, quand on bloque un numéro, on peut appeler avec un autre numéro de téléphone. Si ça continue, généralement d'elles-mêmes, elles éteignent ce téléphone, elles coupent les lignes et elles rachètent un autre téléphone. On les accompagne dans toute cette démarche-là. Mais on ne peut pas se couper du jour au lendemain. Il y en a qui ont besoin aussi de continuer à passer par ce téléphone. Mais la gendarmerie s'interpose assez rapidement. Donc, comme j'ai pu vous le dire, les garçons vont vous présenter le projet phare. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Clément. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Clément et je suis en compagnie de Yanis. Bonjour. Et de Maloun. Bonjour. Et notre projet, c'est de vous présenter le programme phare. Donc, en fait, le programme phare, c'est un programme qui s'engage contre le harcèlement en proposant un plan de prévention contre celui-ci, généralisé sur tout le territoire. Et ce programme est fondé en 8 piliers. Les 8 piliers sont mesurer, éduquer, former, intervenir, associer, mobiliser, suivre et mettre à disposition. Le phare est une charte que les écoles et les établissements signent pour faire savoir qu'ils s'engageront pour 2 ans à mettre en place le programme en constituant une équipe de 5 personnels en charge de l'application du protocole. Il y aura aussi des élèves ambassadeurs et un atelier de sensibilisation, puis ils organiseront 10 heures d'apprentissage annuel sur le harcèlement pour les élèves du CP à la 3e. Les temps forts de ce programme sont en septembre, avec le lancement de l'appel à candidature pour devenir ambassadeur, constitution de l'équipe, ressources. En octobre, avec les inscriptions au concours NAH, non au harcèlement. En novembre, avec la journée non au harcèlement, début des formations des personnels et des ambassadeurs collégiens. En décembre, la formalisation du protocole. En février, avec le Safer Internet Day, envoi des productions du concours non au harcèlement phase académie. Et en mai, avec le concours non au harcèlement. Que pensez-vous du projet phare, les garçons ? Alors moi je trouve ça très bien qu'on en est arrivé à cela pour lutter contre le harcèlement qui malheureusement devient quelque chose de très répandu. Moi je pense que c'est un programme très bien car il se déplace un peu dans les collèges et les écoles primaires pour parler du harcèlement. Moi je suis toujours tout à fait d'accord avec vous. Il est important de parler de ce sujet pour sensibiliser les gens et qu'ils prennent conscience de la gravité des actions commises par certaines victimes. Alors merci les garçons de nous avoir parlé du projet phare. Nous allons maintenant interroger les 2 formatrices référentes de ce projet. Je vous laisse maintenant avec la bande-annonce. Donc, comme j'ai pu vous le dire, je vais interroger les 2 formatrices référentes, donc Madame Hernas et Madame Poulain. Donc, je vais poser la première question. Comment avez-vous trouvé les élèves dans ce projet, Madame Hernas ? Eh bien, dès le départ, en fait, vous avez pris à bras-le-corps l'opportunité qui vous était proposée de parler d'un sujet qui vous tenait à cœur. Ensuite, dès que Xavier et Antoine sont arrivés, vous avez suivi leurs recommandations avec enthousiasme et du coup, c'est vrai que vous êtes vraiment investis. Les problèmes que vous avez rencontrés, vous avez pu trouver des solutions qui... Voilà, parce qu'en une semaine, c'est vrai que vous avez voulu faire des interventions qui n'ont pas pu se faire. Et donc, c'était des choses... Vous avez eu de la ressource, en fait. Vous avez créé des belles compétences, que ce soit au niveau technique ou que ce soit au niveau de l'investigation. Et vous pouvez être fiers du travail que vous avez fait. Merci.
Moi aussi, je suis particulièrement fière du travail que vous avez réalisé. Vous avez su sortir de votre zone de confort. Vous avez travaillé différentes compétences, le travail en équipe, la cohésion de groupe, l'entraide, donc la prise de confiance, voilà. Et c'est vrai que c'est un exercice qui n'était pas simple. Alors nous, on l'a réalisé l'année dernière avec Madame Ernaz, donc on sait ce que vous avez vécu et du coup, on sait que c'est un exercice qui n'est pas évident. Bravo à vous. En même temps, j'ai envie de dire qu'en maison familiale, on a toujours la chance d'avoir des élèves qui sont toujours pleinement impliqués et sur des sujets aussi graves et sensibles que celui-là, on a vu vraiment que voilà, c'était quelque chose qui vous touchait. On est fiers aussi de ça parce qu'on voit que voilà, ce sont des sujets auxquels vous n'êtes pas insensibles. Bravo. Merci. Donc je vais passer à la seconde question. Avez-vous hâte de recommencer ce projet l'année prochaine ? Oui, alors je me demande bien sur quoi on va pouvoir travailler aussi. J'ai hâte de voir sur quoi vous allez pouvoir faire. Mais ouais, du coup, plus ça va aller et vous allez pouvoir être plus à l'aise en fait dans tout ce que vous avez fait. Vous allez pouvoir pousser la technique un peu plus loin peut-être et vraiment, je pense que c'est une formidable expérience qui va vous permettre de grandir aussi bien professionnellement que personnellement. Et moi j'ai hâte évidemment, alors on verra ce que le groupe de seconde nous proposera l'année prochaine, alors on espère bien que vous pourrez faire partie du dispositif et ça j'en doute pas, et puis hâte de retrouver Xavier et Antoine qui ont su vous transmettre leur passion hein, et ont su avec tout le professionnalisme qu'ils ont pouvoir vous motiver à fond et ça c'est vraiment chouette. Eh bien, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Donc, merci pour cette belle aventure dans ce projet. On se retrouve l'année prochaine pour un nouveau projet et je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci.